Coucou tout le monde, je vais envoyer un petit message à Jean-Paul, Salomé. Ça va commencer. Voilà. J'attends la connexion de Jean-Paul. Coucou à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Bon. Il y a peut-être un petit problème pour la connexion. Ah, il ne peut pas participer. Pourquoi? Je réessaye. Désolée, ça prend un peu plus de temps. Ça y Ah, est, voilà. génial. Un peu compliqué. Je peux le mettre comme ça? Non. Non, là, on Ok. le voit à l'envers. Bon. Ok. Alors attends. T'as Bon, pas quelque chose pour le poser? on va faire comme ça. Voilà. Ah, là, c'est pas mal. Voilà. Là, c'est à Super. l'escalier. Oui. Bon, on y arrive. Ça va? Oui, très bien. T'es chez toi là, donc en. Oui, je suis chez moi, dans mon bureau chez moi. D'accord. On attend un tout petit peu que les gens arrivent parce que j'avais dit Ouais. 19h. Bah oui. Bon, et ça va? Bah écoute, ça va. Donc on va peut-être Su- expliquer à tout le monde qu'on se connaît en fait, Oui, 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 qu'on se connaît depuis longtemps parce qu'en fait j'ai calculé, oui. on s'est rencontrés en 99 quand tu es Ouais, venu à Los Angeles tourner Restons groupés. ouais. Ouais, je crois que Donc, c'était même avant, hein, à mon avis. ah oui, parce Restons que tu as dû groupés. tourner en 98. Ouais, ouais, je sais même pas si tu pas tourné en 97. Restons groupés. Ouais, c'est pas, ouais, c'est avant ça, le film est, ouais, 97. Le film est sorti en 97, je crois. Le film est sorti, je crois, en 99, donc tu as dû venir ouais, peut-être un an avant. Enfin, bon, Ouais, voilà. ouais. Bon, Bon, donc enfin, on dans s'est ces eaux-là. Ouais. rencontrés à cette époque-là. Et bah, c'était un de tes premiers films, quoi. C'était quoi, le second, C'était après Les pour Braqueuses? le cinéma, c'était le deuxième, ouais, tout à C'était fait. le deuxième. Ouais, Et je me souviens d'un tournage euh, pas évident parce qu'il fallait bosser avec les Américains. ouais. Oui, 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 c'est bon, enfin, en même temps maintenant c'est un tournage génial qui est resté dans la tête et l'esprit de tout le monde. Souvent je revois des comédiens qui me reparlent à chaque fois, Bruno Solo principalement, Samuel Le Bihan, enfin tout le monde a gardé Des bons souvenirs. des souvenirs incroyables de ce film. C'est vrai que le tournage avait été épique parce que c'était un film américain tourné aux États-Unis, ce qui est quand même assez rare. Et puis le film avait cette particularité de se déplacer. On a fait, je sais plus, 7000 kilomètres à peu près en bus et toute Ah l'équipe, ouais. on quand même partait de Los Angeles, on allait à la vallée de la Mort, le Grand Canyon, et on finissait à Monument de Vallée. Et, euh, et on a quand même fait ce voyage pendant 8 semaines à travers tous les États-Unis. Bon, moi j'étais arrivé avant, j'avais préparé le film là-bas, mais et c'est vrai que le tournage a été épique parce qu'il y avait une équipe américaine, un cast français, une partie de l'équipe française. Moi, j'avais réussi à emmener le chef-op, la script, là-bas, de mémoire, et l'ingénieur du son, et Laurent Mhm. Poirier. Le chef-op,
c'était Larieux, Jean-Claude Larieux. Jean-Claude Larieux, La je m'en script, souviens. c'était Laurence Lemaire qui a disparu depuis, Et malheureusement. ton producteur, c'était Bourboulon, Frédéric Et le Bourboulon? producteur, qui était le producteur exécutif, c'était Frédéric Bourboulon. En France, c'était Alain Sartre qui avait produit le film avec Frédéric Bourboulon. Et c'était Frédéric qui faisait la production exécutive et qui était avec nous aux États-Unis. Et puis après, il y avait une armée d'Américains sur ce film qui était quand même finalement assez lourd et assez compliqué à faire. Et non, non, mais ça a été une expérience dingue. C'est vrai qu'avec toute cette troupe de comédiens français, on a traversé, on a fait vraiment le voyage dans l'ordre, et on a quasiment tourné le film dans l'ordre de, de, de- du vrai déroulé de ce voyage touristique, de ce tour opérateur qu'avait, ah voilà, de ce tour opérateur euh, qui était basé sur une histoire vraie en plus. C'était Le vraiment vrai road arrivé, movie. c'était vraiment arrivé à des Français, à des touristes français qui étaient avec un tour opérateur là-bas et j'avais rencontré d'ailleurs certains de ces Français qui avaient vécu la vraie histoire. Après, on a romancé des choses et on avait inventé des tas de péripéties. Mais la base de ces Français laissés en carafe comme ça à l'autre bout de la terre et surtout dans l'Ouest américain, quoi, Mhm. euh, chez les Indiens en gros, quoi. Euh, c'était quelque chose qui m'avait été que j'avais découvert dans le journal. Il y avait un fait divers dans Le Monde d'ailleurs à l'époque, et j'avais adapté, j'avais travaillé à l'adaptation. Et donc on a tourné ce film comme ça. Maintenant ça paraît ahurissant parce qu'il y a quand même peu de films français qui se tournent là-bas. Euh, et on était donc basé à Los Angeles et où on a préparé le film. Il y a beaucoup de monde en fait sur ce film. Il y avait Louis Leterrier qui était stagiaire, qui était Qui mon est devenu stagiaire, un grand réal. qui est devenu un grand réal. Il y avait un Français qui travaillait à la prod, qui était assistant production, Nicolas Chartier, Nicolas Chartier, qui est devenu producteur. qui est devenu producteur et qui a gagné un Oscar, je crois même d'ailleurs. Exactement. Voilà, donc je me souviens de tous ces gens-là qui étaient à l'époque très jeunes. Moi, j'étais déjà pas très vieux, mais alors eux, ils étaient vraiment très très jeunes. Et, euh, et voilà. Et on a fait ce périple et ce film avec des tas de... La seule chose que je regrette en fait à l'époque, c'est qu'on n'ait pas fait de making De of, de vrai making-of. making Ouais. of et au moins filmer avec une petite caméra. On en avait une, mais je sais pas, on était tellement pris dans le film et le tournage était tellement compliqué et en même temps facile. Enfin, c'était facile entre nous, mais compliqué avec les Américains, compliqué par les décors, compliqué par les voyages, compliqué par tout, qu'on n'avait jamais le temps on faisait que tourner le film, on n'a jamais le temps de se poser pour prendre des photos et faire Parce que je me souviens, pas d'une anecdote, parce que c'était pas vraiment une anecdote, mais tu me disais, oh là là, les équipes des Américains, tu leur demandes de balayer alors que c'est pas du tout sa tâche, ils Oui, veulent pas, quoi. oui, oui. Alors, non, mais faut dire qu'entre nous, alors je l'ai vu après, parce qu'après j'ai retourné un autre film Oui. américain plusieurs années. Mais là, avec le restant groupé, on était quand même tombé sur une équipe de ringards, hein, quand même. Je veux pas balancer, mais c'était pas des vedettes, hein, quand même. C'était pas, non, c'était pas. C'est-à-dire que c'est assez drôle parce qu'à l'époque, d'abord parce que la production exécutive, on va pas donner de nom parce que ces gens sont morts, paix à leur âme, mais avait été fait par un producteur français qui était installé là-bas et Ah, dont je me le souviens. titre de, bah oui, dont le titre de gloire était de produire des espèces de films, pas des films porno, mais enfin des films Non, érotiques, semi-érotique. blue érotiques, ou je sais plus comment Ouais. on appelait ça, qui étaient en gros faits, je sais pas où, là-bas, ou à Budapest. Enfin bref, c'était quand même principalement son industrie. Il se targuait d'être associé avec Roger Corman, mais je pense qu'il avait dû faire un ou truc ou deux avec Roger Corman. Il n'y avait plus grand-chose à faire avec Roger Corman. Et donc, en fait, ils ont amené une partie des gens qui travaillaient avec eux. Et c'était vraiment pas des bons, quoi. Mhm. C'était vraiment pas des bons. Alors, non seulement c'était pas des bons, mais ils étaient à cheval sur les règles, ils étaient syndiqués à mort, ou pas syndiqués, parce qu'on a découvert au fur et à mesure du film qu'en fait, certains des techniciens faisaient ce film parce que grâce à ce film, ils allaient avoir leur carte du syndicat. Ah ouais, Donc donc on t'avais pas la était, donc crème, hein.
Voilà, donc on avait des sous, voilà. À part, je me souviens, la décoratrice qui était bien, d'ailleurs, que en gros, les gens que j'avais choisis moi, Ils en étaient voyant bons. des films, ça s'était bien passé. Mais les gens qui avaient amené la prod, ça avait été une catastrophe. Et je m'en suis aperçu parce que quand j'ai tourné quelques années plus tard aux États-Unis, à Baton Rouge, dans Louisiane, le second film, enfin, là, c'était un vrai film américain, Mhm. en américain, avec des comédiens américains, même si c'était une coproduction franco-américaine et où j'avais aussi réussi à emmener un chef-op, etc. Mais là, je me suis retrouvé avec une équipe qui était formidable. Enfin, là c'était vraiment des bons, quoi. Et là, il n'y a eu aucun problème. Ça n'avait rien à voir. Donc, c'est là où je me suis dit, vraiment, la première fois, j'avais eu une équipe de ringards. Et surtout, c'était assez drôle parce qu'en fait, à chaque fois, les types arrivaient sur Restons Groupés, les Américains, quand on recevait et on faisait un casting d'équipe, ils arrivaient avec leur CV là, et ils avaient tous fait Titanic à l'époque. Bon, enfin, à des degrés divers. C'est-à-dire qu'ils avaient tous été 3 jours sur Titanic, porter des trucs, faire des secondes équipes, des troisièmes, des quatrièmes équipes. Enfin, ils avaient tous fait Ils savent Titanic. se vendre, les mecs, Et hein. donc, t'as l'impression qu'ils avaient fait tout le film, quoi. Mais non, non, non. Mais on l'a payé cher, hein, parce que on a eu des grèves, on a eu des machins, on a eu des emmerdes, on a eu des retards, on a eu des trucs de syndicats, on a tout eu, quoi. On a tout eu. Tout avait commencé. En plus, ils sont assez malins, les Américains, parce que ils nous avaient laissé partir de Los Angeles, Las Vegas, en se disant, faut quand même que le film commence, parce que si on commence à les emmerder trop tôt, tout va s'arrêter. Mais si on leur permet de commencer un peu le film, et voilà, donc ils nous ont Il va être laissé, obligé de finir. bah oui, ils nous ont laissé 15 jours, 3 semaines de tournage tranquille. Et au bout de 3 semaines, là, ils nous sont tombés dessus et on a tout eu, les grèves, les syndicats. Et là, on pouvait plus faire marche arrière. Je me souviens qu'un jour, on était en plein désert et les producteurs donc étaient à Paris, et c'était Studio Canal avec les films Alain Sard, et j'ai eu à l'époque, c'était déjà Brahim Chiwa, et Brahim me disait, ben, laissez-moi 1 heure et on fait le compte de savoir ce que ça coûte d'arrêter le film là ou de continuer. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, donc on ne tournait pas, c'était le matin, et personne comprenait trop ce qui se passait pour qu'on ne tournait pas, et moi je devais attendre 1 heure, savoir si on arrêtait ou pas le film. Très, très agréable comme situation. Et au bout d'1 heure, j'ai eu Brahim Chioua qui m'a appelé, qui m'a dit, écoutez, on a fait le calcul, en gros, ça nous coûte la même chose d'arrêter ou de continuer. Donc, Euh, donc continuer, parce qu'au moins, comme ça, on aura un film, quoi. Voilà. Et on a continué. Bon, après, mais oui, mais au final, tu vois, c'est des bons souvenirs. voilà, au final, c'est des bons souvenirs. Au final, le film a été un succès, donc ce qui était quand même plutôt agréable, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Et le film avait marché et a été un succès. Donc voilà, maintenant c'est des bons souvenirs et c'est un film qui passe tout le temps partout. Il est sur Netflix, il repasse sur des télés. Restons groupés, je crois que c'est un de mes films qui est toujours le plus diffusé. Oui, Oui, mais alors attends, là, tu as un gros succès aussi, là, depuis septembre, hein, avec La Daronne. oui, oui, c'était une autre aventure. Et oui, oui, on a eu de la chance. On a eu la chance déjà que le film soit réussi. Et puis ensuite, on a eu la chance que le film sorte à cette époque entre les deux confinements, entre le déconfinement et le reconfinement. Et le film a pu rencontrer son public. Ouais, ouais, ça Alors, c'était. si tu me donnes un petit peu la genèse du projet, euh, on t'a envoyé le bouquin, c'est ça? Ça s'est passé comme ça? Parce que en fait, c'est basé Tout sur à un fait. bouquin Oui, oui, c'est d'Anne-Laure. tiré d'un livre d'Anne-Laure Kerr, qui était un succès à l'époque. Moi, je l'avais pas lu et j'avais entendu un peu parler. J'avais dû en entendre parler. Le titre me disait quelque chose, mais enfin, voilà. En plus, moi, à l'époque, j'étais président d'Unifrance, mais c'était la fin. Je partais d'Unifrance. Je savais que j'allais partir d'Unifrance. J'avais d'autres projets sur lesquels je commençais à travailler et voilà. Attends, on rappelle pour tout le monde que tu as été président d'Unifrance pendant 4 ans, hein. Ouais, j'ai été président d'Unifrance pendant 4 ans et demi, pour être précis, jusqu'en, alors je sais plus les années, moi, tout ça se mélange, mais en tout cas, ça a dû être de 2013 à 2017 ou un truc comme ça, Et 2017 à peu près. Unifrance, donc, c'est l'organisme en fait qui promeut Ouais, le cinéma exactement. français à l'étranger. Ouais, Unifrance, c'est l'organisme qui est chargé de la promotion du cinéma français à l'international, des films français, pendant les festivals, pendant les marchés, pendant les manifestations. Donc
un gros bazar. Et moi, j'ai été à l'époque le premier réalisateur qui est devenu président d'Unifrance. Je pense que je serai le dernier aussi, mais j'ai été le premier. Et j'ai fait cette tâche pendant 4 ans et demi, qui a été géniale, mais qui m'a pris pas mal de temps. Et pendant Et 4 ans, donc, t'as pas j'ai réalisé de pas film. tourné. J'ai écrit des projets, mais je pensais réussir à réaliser. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que j'y arriverais pas, que ce serait pas possible, que pour des raisons qui sont un peu compliquées à expliquer et qui sont pas juste parce que tu es président d'Unifrance, qui est un job qui prend pas non plus un plein temps, d'abord qui n'est pas salarié, donc c'est pas, Ah, c'est, tout à ton honneur. ouais, ça a été tout en honneur et à l'honneur de mon banquier, je dirais, parce que non, et d'une ou deux personnes qui m'ont aidé à ce moment-là, mais je pouvais pas continuer en tout cas, c'était pas possible, je pouvais pas ne pas travailler comme ça et pas faire de film. En plus, ça me manquait au-delà de gagner ma vie, ça me Mhm. manquait de tourner. Enfin bon, voilà, en tout cas. Pendant les 2 premières années, j'ai cru naïvement que j'arriverais à tourner un film, et au bout d'un moment, je me suis aperçu que je n'y arriverais pas. Donc j'ai arrêté Unifrance, et le jour où j'ai arrêté, on m'a appelé pour me faire lire ce livre, donc avec Reine Lorca, qui avait eu un succès, qui avait eu plusieurs prix, le prix du Point, du Polar et d'autres Ouais. choses. Enfin, c'était un truc et qui avait une presse assez bonne, enfin même très bonne, qui avait une bonne presse un peu partout. Et donc, on m'a proposé, on m'a fait lire le livre. Et tout de suite en lisant, d'abord le livre m'a vraiment amusé. J'ai trouvé que l'histoire était marrante, était originale, et qu'il y avait enfin, en tout cas, je me sentais pas à l'aise avec cet univers parce que je connaissais pas du tout, mais le ton du livre m'a vraiment plu. De faire un polar qui mélangeait la comédie, je trouvais ça vraiment bien. Je l'avais déjà fait avec Je fais le mort, mais je me disais, tiens, il y a peut-être encore des choses à améliorer dans ce registre-là. Et le livre avait une histoire assez forte qui me permettait ça. Et puis le livre était extrêmement bien écrit, bien documenté, parce qu'en fait, Anne-Laure, et j'ai découvert après, si on s'est rencontrés, elle a été aussi avocate, pénaliste, et elle connaît beaucoup toutes ces affaires de dealers, etc. Donc, il y avait quelque chose d'extrêmement bien documenté, d'extrêmement bien travaillé sur Mhm. tout cet univers, sur tout ce monde-là. Donc, ça ne faisait pas de toc. C'était drôle et en même temps, ça ne faisait pas de toc. Et comme moi, c'est un univers que je ne connaissais pas, je me suis dit, bon, bah, le livre est déjà bien écrit, c'est bien documenté. Il ne va pas y avoir besoin de faire 2 ans de recherche sur le deal à Paris, etc. Et Anne-Laure voulait écrire le scénario avec le réalisateur. Voilà. Donc moi, je lui dis, bah oui, écrivons, pas de souci, commençons. Après, peut-être qu'à un moment donné, on travaillera avec une troisième personne, si jamais, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on pouvait commencer à travailler ensemble, ce qu'on a fait. Et ce qui m'a poussé, donc, c'était donc ce livre que j'aimais beaucoup, et surtout, dès que j'ai lu, j'ai imaginé Isabelle Huppert dans le rôle de la daronne. Et il se trouve qu'avec Isabelle, à travers les voyages d'Unifrance qu'on avait fait tous les mois avant, parce qu'elle, elle était en pleine tournée promo du film de Verhoeven, qu'elle Mhm. présentait au Golden Globe, aux Oscars, enfin partout, et le film était vendu dans le monde entier. Et, et on s'est retrouvés via Unifrance à voyager plusieurs fois ensemble. Et on s'était rencontrés déjà il y a plusieurs années, on avait eu un projet, et puis ça s'était pas fait. Enfin, le projet s'est fait, mais elle ne l'avait pas fait. Bon, bref, il y avait un rendez-vous manqué avec elle. Et puis là, on s'est retrouvés plusieurs années après et on a sympathisé. Et elle nous disait, mais j'aimerais bien un jour faire un film avec toi et une comédie, voilà. Et du coup, bon, bah, c'était plutôt agréable. Il y avait une envie du père qu'on tourne ensemble, Isabelle. Donc je me suis dit, bah, pas mal. Et puis en lisant le bouquin tout de suite, je me suis dit, mais là, C'est pour elle. bah, ça, vraiment, ça pourrait être pour elle, quoi. Ça serait intéressant. Donc je lui fais lire le bouquin. Elle lit le livre qui se trouve, en fait, quand je dis je lui fais lire le livre, je l'appelle pour lui dire, voilà Isabelle, j'aime bien un livre qui est vraiment génial, il y a un rôle pour vous, j'aimerais que vous le lisiez. Et elle me dit, ça s'appelle comment? Je lui dis, La Daronne. Elle lui dit, mais attends, c'est dingue, je viens de le lire. Elle venait de l'acheter, elle en avait entendu parler, elle venait de le lire. Et pareil, elle avait adoré le livre. Et elle m'a dit, écoute, si tu écris, on le fera, on va le Banco. faire, moi. Hmm. Banco, voilà. Donc, écrit tranquillement, et voilà. Donc, on a écrit pendant plusieurs mois le scénario et on l'a donné à lire à Isabelle. Plusieurs étapes d'ailleurs. Une première fois, elle avait fait des remarques sur des tas de choses, mais en disant je le fais, mais il y a encore des choses à améliorer, et par-ci, par-là. Enfin, une vraie lecture. On a retravaillé une version, et puis on a travaillé comme ça pendant plusieurs mois en parallèle. Et à la fin, elle a lu le scénario, elle a dit là, c'est bon, on y va, on le fait, quoi. Elle est, elle Et j'ai est, fait elle ça est très bien. juste incroyable.
Enfin, déjà, pour moi, c'est une actrice tellement énigmatique et qui est capable de tout faire. Mais là, tu l'as démontré, où elle est capable de jouer dans un registre où elle n'a pas l'habitude non plus, tu vois, de souvent faire, en fait, hein. Oui, oui, c'est vrai La comédie, elle avait fait des comédies, elle en a fait, mais pas, c'est pas, je dirais que c'est pas le principal versant de sa filmographie. Et surtout là, ça faisait un moment qu'elle en avait vraiment pas fait, quoi. Et puis, je pense qu'elle avait envie de changer, qu'elle avait envie d'aller dans un autre univers, que le roman l'a plu, qu'elle se sentait en confiance avec moi et qu'elle s'est dit, bah, banco, allons-y, quoi. Et ça a été une très très belle aventure. Ça a été vraiment génial parce qu'elle était extrêmement investie, enfin tout ce qu'on dit sur Rupert, hum, mais même plus. C'est pas juste qu'elle est pro et qu'elle fait les choses et que là où d'autres résistent ou s'impliquent moins, elle s'implique vraiment et elle fait les trucs à fond. Tout ça c'est vrai et c'est sûr et je l'ai vécu. Mais il y a quelque chose, je trouve, de plus, encore au-delà de ça, c'est-à-dire c'est sa curiosité, c'est son envie d'essayer des choses, c'est sa disponibilité, c'est pas, elle, et c'est enfin même la facilité dans laquelle on peut travailler avec elle euh, parce que elle vous donne des ailes, quoi. Elle te donne des ailes et y a jamais de barrière. Enfin, on peut parler. En fait, on parle très simplement avec elle, finalement. Enfin, hum. en tout cas, moi, ça s'est passé très simplement. Oui, elle n'a pas du tout ce Et côté star. non, alors après, il y a des choses sur lesquelles faut qu'elle soit en confiance par rapport à la lumière, à tout ça. Ça, Mais c'est je veux dire, normal, c'est une actrice. voilà. Mais une fois qu'elle est rassurée par rapport à ça, qu'elle voit que ce qu'on fait, ça va, on fait attention à elle et voilà. Mais tout ça, ça reste tout le temps dans l'esprit du film, quoi. C'est jamais Mhm. contre ou c'est jamais juste ça pour faire ça. Et après, elle pense toujours au film, à la vision globale du film, et toujours à améliorer ce qui est dans le texte, même si elle est d'accord avec le scénario. C'est pas qu'elle remet en cause des choses, mais c'est toujours essayer de faire les choses encore mieux et de trouver des détails supplémentaires, d'arranger encore un bout de dialogue quand elle sent qu'il y a un truc qu'elle n'a pas bien en bouche. Euh, sur le rythme et tout. Mais donc, dans la discussion et le travail, c'est toujours très simple parce que elle dit les choses, je trouve, très simplement et naturellement. Pardon. Et en fait, j'ai le fil là qui me gêne. Et, euh, et elle trouve toujours le moyen de faire les choses. En tout cas, dans le dialogue, c'est très Dans facile. la Voilà. simplicité. Tu sais elle Ouais. vient d'être élue seconde meilleure Oui, oui, actrice oui. par le New York Times Alors, j'ai vu ce du truc. 21e siècle. Ouais, voilà. Donc, c'est marrant parce qu'on m'a appelé la semaine dernière. J'ai même fait une petite interview pour le JT France 3, qui était très bien d'ailleurs, parce que du coup, ils ont repassé un extrait de La Daronne. Euh, non, non, bah, c'est génial. Alors, on me demandait, mais pourquoi, etc. Bah, alors après, sa place est entièrement méritée. Et, et, et après, dans le classement, il y a des espèces de trucs très abracadabrants, d'absence, de trucs où des gens que nous, en France, on ne sait même pas qui c'est, ou des stars américaines qui sont absentes. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. Donc voilà. Ouais. En tout cas, par rapport à elle, euh, je trouve que ça s'explique. D'abord parce qu'elle a ce charisme, cette aura de comédienne finalement inclassable, tellement elle peut passer d'un univers à un autre, de par son jeu, de par sa volonté d'aller faire aussi bien tourner un film en une semaine en Corée du Sud avec Hong Kang-soo que tourner à Neuke, que d'avoir fait dans le passé Les Portes du Paradis, aujourd'hui une comédie avec moi et demain, qui sait, des tas de trucs. Mais c'est Donc, juste une bête de travail, cette femme. oui, oui, c'est ça. Et puis, et puis aussi, elle fait ce que peu de comédiens français font. Certaines comédiennes, c'est toujours plus les comédiennes qui font ça que les hommes d'ailleurs, d'avoir toujours fait un travail par rapport à l'international et à l'étranger. Mhm. C'est-à-dire d'être disponible, d'y aller, d'avoir fait la promo des films, d'avoir été dans des festivals, d'avoir joué au théâtre aussi à l'étranger. Parce que quand elle joue en France, ses pièces sont reprises aux quatre coins du monde et elle y va et elle fait des tournées, etc. Donc, elle a ce côté à l'international où elle a un nom, où Isabelle Huppert, ça dit quelque chose euh, aux gens. Et puis, elle a cette reconnaissance parce que tous ces films-là ont voyagé et qu'elle a eu cette carrière. Voilà. Et donc, je pense que le talent plus le travail qu'elle a fait par rapport à ça, ben, un jour, ça porte ses fruits, quoi. Mhm.
Est-ce que tu as vu cet épisode de la série 10% sur elle? Oui, bah, je l'ai vu parce que je crois que je tournais mon film à l'époque et on tournait La Daronne quand c'est passé. Et donc, euh, et donc je l'ai regardé. Alors, euh, c'était marrant, hein, c'était elle et c'était pas elle à la fois. C'est-à-dire Ah, que, donc oui, dis-nous, parce que non, moi j'avais l'impression que c'était non, elle. oui, c'était elle et c'était pas elle, parce que c'était elle dans cette activité où elle peut faire plein de trucs à la fois. Elle est boulimique du boulot, elle. Mais en même temps, elle est tellement concentrée. C'est-à-dire que où c'était pas elle, je trouve, c'est que quand elle était, enfin moi en tout cas, quand elle était avec moi sur le tournage de la Daronne, elle était extrêmement concentrée et elle se laissait pas perturber par beaucoup de choses Hmm. extérieures. Par contre, c'est vrai que le week-end, je ne gérais pas son emploi du temps et tout d'un coup, je pouvais découvrir qu'elle était partie en Chine faire un festival pendant 3 jours, enfin 2 jours même, parce que elle tournait tous les jours avec nous. Et je lui disais, non mais Isabelle, tu vas vraiment en Chine là? Elle me disait, oui, non mais Isabelle, comment tu vas dormir dans l'avion? Parce que, enfin, elle dit, ah, ben oui, je vais dormir dans l'avion. Ben, je lui dis, parce que tu vas passer, mais même pas une nuit là-bas, enfin voilà. Bon, donc Elle est incroyable. ça c'est son côté 10%. Mais, euh, mais après, quand elle était avec moi sur le plateau, Elle est là à 100%. voilà, elle était là. Là, c'était pas 10%, c'était 100%. Hmm. Voilà. Donc c'est là où je dis il y avait d'elle et pas d'elle en même temps. Voilà. Ouais. Alors, elle interprète dans le film justement une interprète Ouais. et qui donc doit traduire de l'arabe au français pour des Ouais. enquêtes policières et pour la brigade des stupes. Et donc, elle a dû apprendre phonétiquement l'arabe, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Elle a dû apprendre l'arabe parce que ça, c'était un des enjeux du rôle et du personnage. Parce qu'elle parle Euh, beaucoup hein, dans le film quand même en arabe. Hein. oui, il y avait des vraies scènes en arabe et c'était, voilà, elle est traductrice judiciaire pour la brigade des stupes de la section marocaine, on va dire, qui s'occupe de tous les dealers et de la filière marocaine. Et donc, elle est censée parler marocain et traduire les écoutes des dealers et puis traduire les interrogatoires, etc. Ce qui est vrai, ça c'était le fond véridique de ce que racontait euh, Anne-Laure dans son livre et que je Mhm. trouvais bien et moi que je connaissais pas, que je trouvais Ouais. surprenant et évidemment qui était une porte vers la comédie pour dès que tout ça commence à dérailler. Mais en tout cas, c'était à la base et elle me disait et je lui disais Isabelle, il y a la disons, je lui disais, je savais qu'elle le ferait parce que dès le départ, elle m'a dit, mais c'est génial, je vais apprendre l'arabe, etc. Bon, le problème, c'est qu'il y a souvent des comédiens qui vous disent ça, puis à l'arrivée, on se retrouve, et puis ils n'ont pas vraiment appris l'arabe ou à moitié, et puis là, on est voilà. Bon, Dans l'à elle peu le près. fait. Elle Mm. le fait. Mais ça a été on a pris un coach, qui avait travaillé, je crois, sur le film avec Reda Kateb et Viggo Mortensen, Loin des hommes, où Viggo Mortensen avait appris l'algérien avec lui, avec ce coach. Et donc, ce coach, je l'ai rencontré, il était très sympa, et c'est lui qui s'est chargé d'apprendre à Isabelle tous les dialogues, alors qu'elle a appris évidemment en phonétique, qu'on a fait enregistrer par une comédienne arabe, par une comédienne marocaine, en version normale, en version lente, en version très lente, en version syllabe par syllabe. Ça a été un bazar et elle avait tout sur son téléphone, elle avait des fichiers et elle est partie sur le film d'avant. Elle tournait le film qui s'appelait Frankie au Portugal, Mhm. d'Aira Sachs. Et elle tournait là-bas et elle me disait, écoute, je vais apprendre là-bas parce que je reste là-bas pendant 5 semaines, je reste le week-end, là je ne partirai pas, je ne reviendrai pas en France, et puis je ne tourne pas forcément tous les jours, donc je vais avoir un peu de temps, le soir, le week-end, je vais apprendre, ne t'inquiète pas. Donc des fois, je l'appelais le week-end pour prendre un peu des nouvelles et puis pour savoir aussi quand même un peu comme ça si ça avançait l'arabe. Et elle me disait, mais putain, elle me dit, c'est dur. Mais ne t'inquiète pas, Ça va le j'avance. faire. Et puis j'appelais le coach en disant, ça va Isabelle, tu l'as eu, ça avance. Il me dit, oui, oui, c'est dur, mais ça avance. Bon, voilà. Après, je n'osais pas dire, mais je ne pouvais pas me faire une petite démonstration là pour me rassurer, voir si elle commence à parler arabe ou pas. Et, euh, et puis est arrivé le tournage. Et le premier jour,
de tournage avec elle, elle commençait, elle parlait arabe. Elle est Et, stupéfiante. et là, je me disais, bon, alors on va voir comment ça se passe. Et puis je la sentais quand même inquiète, quoi, par rapport à ça. Parce que d'abord, c'est son premier jour sur le film. C'était autre chose. C'était tout de suite une scène d'action. D'ailleurs, c'était la première scène du film avec Ah l'ouverture. oui. Quand elle arrive dans cet hôtel minable et ils viennent arrêter des dealers dans une espèce d'hôtel comme ça et elle procède à l'arrestation et donc elle parle arabe. Et je pense qu'elle était tellement angoissée qu'en plus elle avait le dos bloqué ce jour-là. Elle était bloquée. Donc il a fallu faire venir un ostéo pour essayer de le bloquer. Je pense que c'était le trac finalement, quoi. Mhm. C'était la peur de ne pas bien faire, quoi. Et on a tourné et là, allez, c'est parti. Elle a tout oublié, le mal de dos, machin. Et puis, jamais elle s'est trompée. Jamais elle a fait une erreur. C'est incroyable parce qu'elle a Il y vraiment avait, beaucoup de dialogue oui, oui, il y avait le coach qui était là et qui lui rectifiait des trucs de prononciation. Mais en tout cas, en mémoire, en texte, elle se trompait jamais. C'était toujours des histoires d'intonation, des choses comme ça qu'elle essayait d'améliorer. Et en fait, elle avait tout appris, mais et elle rapprenait chaque fois pour le lendemain ou le surlendemain. Même une fois, je sais on a eu, je sais plus, un décor qui manquait ou un truc qu'on a perdu. Il a fallu qu'on change le plan de travail le soir pour le lendemain. Et on devait tourner du coup le lendemain une scène en arabe qui était prévue plus tard. Et là, je lui ai dit, oh là, je te fais pas un cadeau et tout. Elle m'a dit, écoute, ça va, je l'ai appris, je vais le réviser, mais c'est bon et tout. Et il n'y avait pas de souci. Et il n'y a pas eu d'histoire. Elle m'a pas dit, ah non, non, là, je peux pas le faire. Elle m'a dit, t'inquiète, je vais le faire, je le ferai que ça. Donc, toutes les scènes en arabe comme ça, elle les a faites, je dis pas sans aucun problème, mais en tout Mhm. cas, on n'a jamais perdu non plus de temps, de choses comme ça avec ça. Alors, c'était dur. Quand tu as Et quelqu'un, oui, vas-y, termine, non, et excuse-moi. pour finir, oui, et juste, elle m'avait dit, on s'était dit ensemble, euh, on tourne en arabe, on le fait, c'est elle qui le fait, etc. Si jamais au montage on s'aperçoit que ça va pas, que l'accent ou que vraiment, elle m'a dit, moi, à ce moment-là, tu me doubles. Elle m'a dit, je veux que ce soit bien, Mhm. donc on trouve une comédienne qui est ma tessiture de voix, etc. Et puis on fera un montage, quoi, Mhm. entre Tu sa l'as pas fait, voix t'as pas eu besoin. bon, on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait parce que on l'a montré à une comédienne, justement la comédienne marocaine qui nous avait dit pour le texte, on lui a montré, on lui a dit, écoute, voilà, franchement, dis-nous comment c'est, comment elle parle, etc. Et elle m'a dit, elle parle avec un accent français, ça, elle m'a dit, c'est sûr, mais bon, par rapport au personnage, il n'y a pas de Ça problème colle. et on y croit. Après, c'est totalement fluide, quoi. Elle m'a dit, c'est fluide et il n'y a pas de problème. Mhm. Donc, on s'est dit, à partir de là, on le garde. Voilà. On garde tout ce qu'elle a fait et on ne double rien. Quand tu travailles avec Isabelle Huppert, ce genre de comédienne, tu diriges, tu as besoin de la diriger? Bah, je sais pas quoi dire, moi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est vrai qu'on se parle, qu'on travaille sur le texte. Par exemple, souvent le matin, on tournait il y a 2 ans le film. Voilà, c'est exactement cette période. Donc il faisait nuit très tôt. Donc on commençait à tourner très tôt aussi parce que souvent on avait des extérieurs, etc. Et la lumière d'hiver, elle tombe vite, quoi. Donc on commençait, il fallait vraiment qu'on tourne à 8h30, etc. Donc elle arrivait au maquillage, tout ça, très très tôt. C'était, je sais pas comment elle faisait. Enfin moi j'arrivais aussitôt. Voilà. En gros on arrivait ensemble, Mhm. quasiment. Et j'allais toujours la voir dans sa loge où elle se préparait. Et là on prenait un quart d'heure. On continuait à la maquiller, on continuait à se préparer, mais on revoyait en gros le texte, toutes les scènes de la journée, le texte, et les petites choses encore qu'elle avait relues et qu'elle voulait améliorer, ou elle me posait une question sur un truc. Elle voulait toujours être sûre de l'intention. C'est-à-dire que elle voulait pas changer des choses, mais elle voulait toujours être sûre de l'intention et qu'elle avait bien compris ce qu'on allait faire et ce que la scène allait dire et ce que son personnage devait faire passer. Une fois que là-dessus on était d'accord, euh, après c'était de la mise en scène, Oui, c'était de purement la, technique. oui, c'était de la mise en place, quoi. Mhm. C'était les mouvements, la caméra, elle, comment elle bouge, le rythme avec les autres comédiens, le tempo, etc.
Ça, oui, où on accélérait les choses, où elle voulait marquer un temps, où on disait, tiens, là, essaye ça. Et elle essayait plein de choses, en fait. Elle essayait plein de choses. Donc, en plus, elle a une vraie force de proposition. Et Donc dans c'est un 4, échange en fait. dans 80% des cas, des très, très, très bonnes propositions. Voilà. Mhm. Des fois, il y a des comédiens qui ont plein d'idées, mais trois fois sur quatre, c'est un peu compliqué. On va dire non, mais c'est pas du tout ça, ou non, voilà. Donc là, il faut faire acte de pédagogie, de, le terme m'échappe, enfin bref, vous m'avez compris. Et bon, elle, il n'y a pas ça, c'était très simple, et on disait les choses, ben, on essaye ça marche pas, et on refaisait, voilà. Donc c'était tout ça dans une espèce d'énergie, de truc très fluide aussi, qui était du coup aussi très agréable. Donc, je dirais que c'était une vraie collaboration, quoi. C'était, et en même temps, c'est pas du tout, pas la comédienne qui dit, je comprends pas pourquoi je fais ça, ou pourquoi je vais là, ou le cinéma, c'est des tas de choses. C'est aussi des fois des petits détails techniques où pour aider, le comédien doit faire un petit mouvement. Et elle a ce tel métier qu'elle elle dit, il n'y a pas de problème, je vais le faire, t'inquiète, ça va Mhm. passer, hop, elle peut faire le truc, et hop, pour aider un travelling, un machin, une manière de filmer, elle le fait, il n'y a pas de souci. Elle maîtrise ça totalement. Donc, il y a aucun problème pour elle. Donc, tout ça fait que tout ça est très harmonieux. Donc, oui, c'est pas, elle n'arrive pas avec des idées préconçues en disant, voilà comment je vais faire, où là, tu n'as rien à dire. Non, non, pas du tout. Et puis même sur des fois les positions, des choses. Après, c'est de la gestuelle quasiment comme au théâtre, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. C'est très important les manières dont elle veut bouger, où elle se place, etc. Là, là, faut qu'elle le sente et faut qu'elle se sente à l'aise avec ça. Mais moi, il n'y a jamais eu de problème et je lui dis voilà, je pense que j'ai réfléchi à ça, tu vas là, tu fais comme si, voilà comment ça va se passer. Et à partir de là, si elle est d'accord, il y a non, ça roule quoi, toute la journée. Quand on adapte un roman, quelle est la difficulté en fait pour faire cet exercice d'adapter un roman? Tu te colles vraiment, tu travailles avec l'auteur, tu as fait comment? Tu as travaillé avec ton fils d'ailleurs sur cette Oui, adaptation. à la fin, on a travaillé avec mon fils Antoine. Mais déjà, on a travaillé avec l'auteur, avec Anne-Laure. Mhm. Donc, alors en même temps, ça peut paraître assez compliqué et quand ça se passe bien, c'est assez facile. Là, ça s'est bien passé. Donc, c'était facile parce que c'était même assez amusant parce que Anne-Laure, elle avait écrit le roman pas tellement longtemps avant, en fait. Donc, elle était un peu lassée, je pense. Et ça lui plaisait de l'écrire au scénario. C'était son envie et puis on s'est bien entendu. Donc, c'était très agréable à faire, mais à un moment donné, par moment, je sentais que. Alors, il y avait des choses à adapter parce que le roman était par rapport à un film, il y avait des éléments en trop. Il y avait par exemple toute une partie sur son enfance qui représentait le premier quart du livre où elle expliquait, elle gamine, les rapports avec ses parents, etc. Bon, c'était un peu compliqué dans un film de cinéma, dans une durée à peu près normale. Donc, on avait essayé de faire des flashbacks, ça marchait pas. Et puis, donc, on a réussi à faire que ça infuse son passé, euh, avec la photo d'ailleurs, qui est derrière moi, de la petite photo là, voilà, Ah oui. qui est dans le film et qui raconte un peu son passé avec ce bateau, ses parents assez riches à l'époque, etc. Bon, donc on a réussi à synthétiser, à infuser le passé de cette petite fille qui devient Isabelle Huppert dans le film, sans faire de flashback, alors que dans le livre, il y avait beaucoup de scènes par rapport à ça. Bon, mais on a travaillé avec Anne-Laure, ça s'est bien passé, on a écrit, et je disais que même par moment, c'était elle qui avait envie de changer des choses. Et je Mhm. disais, mais Anne-Laure, c'est très bien dans le livre, on peut le faire. Là, ça passe au cinéma, on peut tout à fait l'écrire, le transcrire. Ah, t'es sûr, je voulais essayer autre chose. Ben, je dis non, non. Enfin, donc c'était plus moi, par moment, qui était un peu Qui voulait coller le au gardien du livre. temple, qui voulait Mhm. garder le temple, puis elle qui, d'abord parce qu'elle est extrêmement vive, intelligente et que ça fonctionne tout le temps à 200 à l'heure et que par moment elle trouvait des nouvelles idées. Alors des fois c'était bien, puis d'autres fois, je disais écoute, c'est bien aussi cette idée, mais je vois pas pourquoi changer cet élément du livre. Bon voilà. Donc on a travaillé comme ça, on a synthétisé les choses, on a fait les choses. Par exemple, le personnage que joue Farida Khadija, l'infirmière marocaine, qui est un peu le déclencheur de toute cette histoire. Dans le livre, elle mourait assez vite.
dans un livre, ça passe parce qu'on ne s'attache pas forcément au personnage, etc. Ça, voilà. Mais là, fallait qu'on s'attache au personnage. C'est-à-dire, fallait qu'on s'attache à ce personnage parce que Ouais. Patience devait s'attacher à ce personnage pour qu'on comprenne ensuite qu'elle allait aider cette femme et faire tout ce qu'elle fait par la suite pour aider son Donc vous fils. avez développé son Donc, personnage. on a développé son personnage et à un moment donné, je disais, mais si elle meurt, c'est pas possible non plus parce que maintenant on l'a Mhm. développée, elle meurt et là, l'autre va se dire, donc c'est ma faute si elle meurt. Bon, voilà. Donc, on a changé ça et on a fait que le personnage ne meurt plus et revient même à la fin du film. Bon, en tout cas, voilà, donc des choses comme ça. Le personnage de Madame Faux qu'on a pas mal développé aussi, parce que ça j'ai senti dès le départ que le personnage avait un potentiel et que je trouvais dommage. Et puis je trouvais intéressant de développer tous les personnages de femmes, De en fait, femme, ouais. parce qu'il y avait une interaction entre toutes ces femmes. C'était la daronne, mais c'était aussi les autres daronnes. Et ça, je trouvais qu'il y avait un rapport entre ces femmes d'entraide, qui pour moi était aussi un des aspects du film que j'aimais bien et que je trouve important et que je trouve le scénario et le film permettaient de développer. Et donc, on s'amusait à développer le personnage de Madame Faux, on s'est amusé à développer le personnage, enfin surtout Madame Faux, qui était en plus dans la comédie, qui amenait de la comédie. Et ça a été très agréable, ça a été super à faire, et puis encore plus super à tourner avec Jade, Nguyen, qui a été génial. Euh, et tout, voilà, donc il y avait des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, quand le film, on savait que le film allait se faire, il y avait des dates de tournage, et puis il fallait encore resserrer un peu des choses. Là, on en avait marre tous les deux, on était crevés avec, on voyait plus trop, quoi, avec Anne-Laure. Et c'est là où Antoine, mon fils, est intervenu. Il a fait une lecture et assez en disant, voilà, il y a encore des petites choses que vous pouvez améliorer, des choses à resserrer. On a retravaillé avec lui le personnage que joue Hippolyte Girardot, du flic, qui était encore un peu en retrait et qu'on a un peu développé et affiné, je dirais. Et puis surtout, il y avait cette histoire où il nous a mis il a soulevé un point qui était qu'on n'arrivait pas à résoudre sur la fin. Alors, on va un peu spolier, comme on dit, mais où dans la dernière partie, donc dans le livre, l'histoire se terminait donc au cimetière en fait, où elle allait sur la tombe de son mari, Mhm. revoir la tombe de son mari, etc. Bon, et puis il y avait un feu d'artifice, etc. C'était quand même un peu, voilà, on disait, elle fait tout ça à la fin. Certes, moi je tenais à ce qu'elle aille sur la tombe du mari, et c'est dans le film, mais finir là-dessus, c'était un peu plombant quand même. Il y avait un truc un peu. Et puis surtout, on disait, elle a fait tout ça, cet argent, pas seulement pour sortir sa mère de l'EHPAD, même si la mère même, enfin bref, ou s'acheter des appartements, acheter des studios à ses filles pour qu'elles aient une vie un peu plus légère, et puis elle avoir un avenir, voilà. Et, euh, et Antoine me disait, mais il faut quand même, il manque un geste fou, quoi. Quelque chose d'un peu marrant, voilà. Et là, toute la nuit, je réfléchis et je me dis, mais c'est quoi un geste fou et comment dépenser son argent de manière amusante sans que ce soit idiot, quoi. Elle va s'acheter une voiture, un tableau, vraiment, bon. Et puis, je ne sais pas pourquoi est venue cette idée d'un bateau. Mais vraiment, et d'un Riva, donc ces bateaux italiens qui sont des Magnifique. magnifiques, des pièces de Mm. collection, ça vaut le prix d'une bagnole de course, enfin d'une grosse voiture, même d'une voiture de collection, ça vaut le prix d'un appartement. Et je me dis, bon, bah, c'est vrai, elle peut se le payer maintenant. Et voilà. Et puis, tout de suite, je pense à cette image d'Isabelle sur un bateau à la fin. Voilà. Donc, je sais pas, Isabelle, les cheveux, rousse, ce bateau à cajou, je me dis, tiens, bah, c'est du cinéma, quoi, j'ai envie de le filmer. Bon, maintenant, comment tricoter ça, comment amener ce bateau, etc. Voilà. Donc, on en reparle, et puis je tricote ça pendant la journée avec Antoine, et je dis, mais voilà, le bateau, l'histoire de la petite fille, justement, il y avait, dans le livre, il y avait la petite fille avec une photo qui existait, mais donc je propose, mais on n'a qu'à faire la photo avec le bateau, comme ça, on sait qu'il y a le bateau, et puis le bateau intervient plusieurs fois dans le film, et à la fin, bon, voilà. Et puis, mais bon, on fait ça dans la journée, quoi. On dit, bon, bah, ça marche, ça a l'air de fonctionner. Et je dis à Antoine, bah, écoute, je vais prévenir Anne-Laure pour lui parler de cette histoire de bateau, quand même. Parce que là, c'est un truc un peu gros, ça change un peu la fin, qu'elle soit d'accord, qu'elle doute. Voilà. Mhm. Donc, on communiquait beaucoup par mail avec Anne-Laure, je lui envoie un mail, je lui dis, Anne-Laure, voilà, on a pensé une histoire de bateau, qu'est-ce que t'en penses? Un Riva, ce serait vachement bien à la fin, et puis ça s'inter. Il y aura l'histoire de la photo, enfin, on a tout vu, ça marche. Qu'en penses-tu? Pas de nouvelles, pas de réponse.
C'est-à-dire que d'habitude, elle répond, elle est très réactive, et là, rien. La matinée passe, rien. Midi arrive, rien. L'après-midi passe, rien. Et le soir, je me dis, oula, c'est bizarre, il y a un truc, va falloir que je l'appelle. Donc j'appelle Anne-Laure. Et je lui dis, Anne-Laure, t'as eu l'histoire du bateau, là, t'as vu le mail, tu trouves ça pas bon, t'es affligé et tout. Et elle me dit, Gros écoute, suspense. gros suspense, elle me dit non, mais depuis ce matin, je pleure. Et elle me dit, et tu vas comprendre pourquoi. Bon, elle raccroche. Et elle m'a dit, je t'envoie une photo. Elle m'envoie une photo, et là, je reçois une photo d'elle, enfant, sur un Riva, un Tu vrai Riva. rigoles. Non, non, un vrai Riva. Et le bateau, qui était le bateau de son père, et le bateau s'appelait Anne-Laure. Et elle m'envoie cette photo. Et là, je me dis, ah ouais, enfin, je me dis, mais c'est Il dingue. y a beaucoup de coïncidences Donc, sur ton film, je trouve, quand même. oui, oui, là, on se croirait, un film de Claude Lelouch, hasard et coïncidence. Non, en tout cas, et là, elle me rappelle, elle me dit, mais comment t'as trouvé cette histoire de bateau? Et elle me dit, écoute, moi, c'était tellement violent pour moi cette histoire, ça soulève des trucs tristes et tout, par rapport à mon père, la famille, que je n'ai jamais voulu le mettre dans le livre, c'était trop, trop dur. Et je dis, bah oui, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que... Et elle me dit, ah non, mais vas-y, maintenant, c'est ton idée, tu le mets dans le film, et ça tombe que c'est aussi la réalité. Donc, vas-y. Et on a fait cette histoire de bateau. Voilà, C'est incroyable. c'est très beau. Hein. Et j'ai toujours dans mon téléphone la photo d'Anne-Laure à 10 ans sur ce bateau, gamine, ce bateau qui s'appelle Anne-Laure. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a refait cette photo. Ah Là, oui, d'accord. voilà. On a Ah refait oui. cette photo qui est dans le livre, qui n'est pas tout à fait la position de la vraie Anne-Laure, sur sa photo d'enfance, mais qui est très inspirée par ça. Quand Entre l'exercice de l'écriture d'un scénario original et l'adaptation, qu'est-ce que tu préfères, toi? c'est plus simple, sur un roman comme La Daronne, c'est plus simple. Parce que le roman avait des scènes, avait une vraie structure dramatique, c'est plus simple. Mhm, Il y avait déjà du cinéma dedans, il y avait des scènes, il y avait des choses, le dialogue. Globalement, le dialogue était en là. tout cas, oui, après on a réécrit des dialogues, mais en tout cas, beaucoup des dialogues, on les a pris, ils étaient dans le livre, on les a un peu travaillés, mais il y avait des choses, il y avait des scènes entières qui étaient là. Puis des fois, il y avait, par exemple, la, toute la scène de Barbès, c'était 2 lignes dans le bouquin. Et moi, Mhm. j'en ai fait une scène de 10 minutes dans le film. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, tout de suite, je me disais, là, il y aura une scène, là, il y a ça, voilà. Donc, quand on part sur un livre comme ça, c'est très agréable, c'est plus Ouais. facile. Quand je suis parti à l'époque, par exemple, de Belphégor, c'était, c'était un concept, mais le livre, on n'a rien gardé du livre. Mhm. Enfin, le livre est un espèce de feuilleton écrit dans les années 1900. La série était passée par là, avait déjà beaucoup adapté. On a fait encore une adaptation. Donc là, on a travaillé énormément. C'était comme si on repartait à zéro finalement. C'est des fois même plus pénalisant parce qu'il y a quand même le livre et ça. Bon, donc ça, tout ça dépend du livre. Hein. Il y a des livres qui sont durs à adapter, il y a des livres qui sont plus faciles à adapter. La Daronne, il y a eu un boulot d'adaptation qu'on a fait, un vrai boulot, mais c'était pas un casse-tête chinois. C'était plutôt simple. C'était plutôt, c'est le livre portait. Le Mhm. livre était plutôt un tremplin et nous portait. Il y a des livres qui sont, qui sont plutôt des obstacles et qui vous dressent plutôt des obstacles devant vous, quoi. Pas là. Pas là. Là, le livre balisait quand même un itinéraire. Et là, tu es en train d'écrire un scénario original. Euh, Là, je suis en train de faire sur enfin, je dirais en gros 2 projets, mais il y en a un qui est un scénario, il y en a un qui est un scénario original, tout à fait, et l'autre qui est l'adaptation d'un livre, qui n'est pas un roman, mais qui est un livre écrit par une journaliste sur une affaire qui a eu lieu une dizaine d'années, qui est un livre d'investigation, comme on dit, Mhm. et qui me sert de base, voilà, pour écrire un scénario. Mais oui, c'est une sorte d'adaptation, mais différente. Où là, il y a
enfin, je n'ai pas envie de trop en parler là, mais qui est une affaire qui nous permet de créer une histoire. Mais après, sur les personnages, ça, il y a un gros travail à faire. Est-ce que tu trouves que c'est plus compliqué maintenant? Bon, après, la situation actuelle elle est difficile dans le cinéma, mais de réaliser des films, de produire des films, d'aller chercher de l'argent, du financement, t'as la concurrence des plateformes. Ça a l'air hyper compliqué maintenant de faire du cinéma. Bah, Sur grand écran, hein, je te parle. tout est compliqué aujourd'hui, pas que le cinéma. Je pense que tout devient de plus en plus dur. Après, le cinéma sur grand écran, oui, oui, oui. Après, oui, c'est vrai que ça devient plus compliqué parce que il y a une concurrence, parce que il y a des financements qui sont plus compliqués à décrocher, parce qu'il y a la concurrence des plateformes, parce que il y a la manière d'appréhender les films des spectateurs qui évolue aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires racontées, et qu'il faut raconter des histoires nouvelles ou d'une manière nouvelle, qu'il faut surprendre, parce que le spectateur est de plus en plus Hum, exigeant, hum. parce que c'est de plus en plus difficile de réussir un film. Oui, tout ça fait que, d'ailleurs, si tu penses trop, t'arrêtes et tu fais plus de films. Euh, après, moi, j'ai eu la chance de faire les films que je voulais faire. J'ai eu la chance que certains de ces films rencontrent des succès qui m'a permis d'en faire d'autres. Pas tous, hein, mais certains. Euh, oui, c'est difficile parce que après, moi, c'est un truc que j'essaye de pas trop enfin, évidemment, j'y pense, évidemment, je sais, mais j'essaye de pas trop me focaliser là-dessus parce que sinon, c'est de plus en t'as Ouais, plus c'est, c'est t'as plus la niaque. de toute façon, c'est de plus en plus dur de faire des films, même quand tout va bien, même quand vous, ça va. Parce que c'est marrant, une fois, j'avais eu cette discussion avec les frères Dardenne, que je connais un petit peu, et tout simplement parce que plus on avance, et moins c'est évident, moins c'est évident de faire des films. Mais pour soi, c'est parce que c'est de plus en plus dur, parce que, Mais par rapport à quoi? Par rapport à parce l'âge? que, Par rapport à... oui, d'une part, peut-être, enfin, même si pour l'instant je n'en ressens pas les effets, tout à fait, mais non, mais par rapport à ce que à ton travail, à ce que tu as fait, à ce que tu ne veux pas refaire, à ce Ah que oui. tu estimes avoir réussi ou raté, à ce que tu veux refaire mieux, à ce, à ce que tu sais les embûches, tu connais, tu vois les emmerdes arriver, Hmm. tu sais, et l'expérience, finalement, l'expérience, ça sert à une chose, c'est à voir les ennuis arriver et à se dire, waouh, je vais essayer de pas refaire pareil, je vais essayer de pas refaire les mêmes erreurs. Donc, tu mets finalement de toi-même la barre un peu haute ou un peu différemment, et du coup, tu te crées des nouvelles difficultés. Alors, Mhm. ce qui est aussi passionnant, parce que sinon, c'est pour ça que moi, par exemple, faire des suites et tout ça, Mais t'as pas envie. Hmm. j'ai jamais fait, parce que je me dis, oh là là, refaire ça, recommencer, c'est tellement compliqué, je trouve, et long, que de me Mais c'est relancer souvent, là-dedans. c'est des commandes de producteurs, tu vois. Si t'en trop mis à Oui, faire oui, non, bah, de l'argent, bon. voilà. Non, mais c'est vrai, mais même, tu vois, je sais plus qui une fois me disait, mais pourquoi vous avez jamais fait de suite à Belphégor? Bah, je lui dis, oui, c'est vrai. Je pense que n'importe qui d'autre aurait fait le film, comme le film avait marché, quoi qu'on pense du film, ce qu'on en dise, etc. Mais le film avait été à l'époque un succès, et pas qu'en Mhm. France, à l'international. Tu te dis, dans la logique, un film comme ça, des gens auraient fait une suite. Mais non, bah non, c'est me reprendre le chou une fois. On en a parlé une fois un après-midi avec un ami scénariste et tout, et puis ça s'est pas fait, et puis voilà. Mais bon, non, finalement, je me suis dit non, c'est trop, c'est repartir dans cet univers-là et tout. Je l'ai fait une fois, quoi. Donc non, voilà. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, quand j'avais fait Je fais le mort, qui était une comédie policière, bah, La Daronne, qui est aussi une comédie policière, je me suis dit, bon, il y a des choses que j'ai réussi dans Je fais le mort, des choses moins. Je vais essayer de faire mieux et Mhm. que ce mélange des genres soit plus, totalement réussi dans ce film-là. Et je pense qu'il est plus réussi. Donc c'est moi-même, je me suis fixé ce truc, quoi. Euh, Comme après Belphégor, je m'étais dit Arsène Lupin, oui, c'est encore un gros film, etc. Mais je vais essayer d'aller dans une autre direction. On essaye comme ça, enfin moi j'essaye en tout cas de retrouver l'envie, la curiosité, l'énergie pour aller vers autre chose. Et là, et là, bah, du coup,
je l'ai, quoi. Quand on tombe sur des sujets comme ça. Qu'est-ce que tu préfères dans le processus enfin, le fait d'être un réalisateur? Bon, toi, tu écris en plus, donc tu écris tes films. C'est l'écriture, c'est la pré-production, c'est la production, c'est la réalisation, Euh, c'est quoi? Ou c'est tout? Bah, c'est l'ensemble, c'est de passer de l'un à l'autre, avec quand même la souffrance de l'écriture, qui je trouvais quand même le Ah moment oui. le plus dur, quand même, qui est le plus compliqué, quand même. Je trouve que l'écriture, et c'est là où l'expérience sert et en même temps pas tant que ça non plus. Alors que l'expérience sur un plateau, ça vous sert et ça permet au contraire. À l'écriture, oui, l'expérience c'est bien sur des choses, mais c'est pas si bien non plus. Voilà. Mhm. Euh, Et le fait d'écrire, et par après, exemple, j'aime tout. Et après, j'aime tout. Moi, j'adore le tournage. Je sais qu'il y a des metteurs en scène qui n'aiment pas le tournage, qui trouvent ça que c'est dur, les comédiens, tout ça, c'est stressant. Oui, mais moi, le tournage, c'est la cour de récré. ah Le oui, moment où, c'est le moment où justement on est tu sorti prends de du plaisir. l'écriture. Ouais, on fait le film, on est avec une équipe, on passe après des mois, voire des fois des années seul ou à deux ou à trois à écrire et l'angoisse de faire, de réussir à trouver le film, le financement, les comédiens, ça. Le tournage, voilà. C'est pour ça que moi j'adore que les gens soient heureux sur le tournage. Je comprends pas les gens qui sont pas heureux sur un tournage, même les comédiens des fois et tout. Je dis, mais putain, c'est le plus beau métier du monde à ce moment-là. On fait ça, on est là, on est Mhm. content à un moment donné, on y va, quoi. C'est pas sans être des bisounours, c'est se dire, mais pour moi, c'est un moment, voilà. Mais après, j'adore le montage. J'aime beaucoup le montage, j'aime beaucoup le mixage, j'adore travailler avec la musique, les musiciens. Non, il y a toutes les étapes. Même si l'écriture, j'aime ça, mais je trouve que c'est la plus dure. Voilà. Alors, il y a quelqu'un quand j'ai posté l'annonce que j'allais faire une interview avec toi, qui Ouais. demandait le choix de la musique sur La Daronne. Bon, c'est très rap. Comment tu fais? T'as bossé avec quelqu'un là-dessus pour le choix de la musique? Bon, c'est Bruno Coulet hein, qui a fait Alors, il y a aussi ta Bruno musique. Goulet, oui, il y a Bruno Coulet qui a fait quand même la majorité de la musique, qui a fait plein de choses et avec qui on a beaucoup travaillé. C'était une des musiques les plus difficiles à faire, alors que Bruno, on a travaillé souvent ensemble, tous les derniers films. Et là, ça a été compliqué parce que je sais pas, il y avait un truc qui était difficile à trouver, à appréhender. Et puis, on a pris d'autres musiques existantes parce que j'avais envie de ce mélange Mhm. comme le film, il y a cette espèce de mixité, d'ambiance, il passe de la comédie à moins la comédie, au drame, euh, le mélange de toutes pas ces minorités, mais en tout cas ces gens d'origine différente, des Chinois, des Marocains, des l'hiver, Belleville, Ménilmontant. J'avais besoin d'un truc un peu patchwork, ça ne me faisait pas peur. Et du coup, on a travaillé beaucoup au montage avec ça. Alors, on a à un moment donné vu un conseiller musical qui a commencé à nous orienter, et puis on n'avait pas beaucoup d'argent, voilà, donc on n'a pas pu totalement. En fait, c'est des amis à moi aussi qui sont un peu, qui s'y connaissent un peu, qui m'ont envoyé des trucs, avec la monteuse Valérie De Seine, avec un peu la musique, avec un peu ce conseiller qui nous a donné deux, trois tuyaux, avec des gens des catalogues. Enfin, on a fait mais ça nous a pris. Sincèrement, je crois que c'est le film sur lequel j'ai travaillé le plus à la musique. Ah oui. Où ça nous a pris beaucoup la tête et on a jusqu'au dernier moment, jusqu'au mixage, on a changé des trucs, rajouté des trucs. Et en parallèle, Bruno Coulet faisait quand même la musique originale du film, Mhm. qui aussi nous a demandé beaucoup d'efforts jusqu'au bout. Voilà, ça a été un vrai truc. Et où je suis content parce que je pense que la musique est plutôt réussie et sert le film, mais ça a été un vrai job, quoi, un truc à plein temps, quoi. Et sans la structure qu'elle est avec, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le superviseur musical qui vous amenait des trucs et qui traitait les contrats où il n'y avait pas de problème. Vas-y, non, c'était toujours des trucs, on trouvait une musique, puis c'était trop cher, fallait en trouver une autre, fallait en mettre une autre, on essayait d'en trouver une, celle-là j'y avais droit, mais en échange, fallait que j'en prenne une autre. C'est du boulot. Ça a été un gros boulot. Ouais, vraiment, vraiment. Ça a été, en musique, ça a été le plus gros boulot que j'ai fait sur un film depuis le début de ma petite carrière. Ouais. Bon. Qu'est-ce que donnerais comme conseil à un jeune réal qui veut se lancer maintenant dans l'aventure? Avec le recul maintenant que t'as fait pas mal de films. Bah, déjà, je lui dirais de lire beaucoup et de voir beaucoup de films à la base.
de lire des scénarios aussi, ça peut Se faire sa servir. propre culture cinématographique. Ça, c'est Oui, hyper oui, c'est important. ça. Bah oui, c'est voir des films, lire de tout, hein, peut-être pas seulement de la littérature, mais de lire des journaux, de s'inspirer, de voir, de regarder des. Non, voilà, c'est un cinéaste, c'est quelqu'un qui doit choper des trucs, qui doit, bon, c'est un peu un lieu commun, mais Faut être curieux. c'est ça, être curieux, et puis aimer ça, quoi, voilà, avoir envie. Et après, toutes les personnalités sont différentes. Donc Mhm. après, il y en a qui font des écoles et c'est très bien, et il y en a qui font pas d'école et ils y arrivent, et d'autres qui font des écoles et qui finalement ne deviennent pas cinéastes. Alors c'est pas, il y a pas d'itinéraire. C'est juste y aller, ne pas se décourager, parce que c'est long, hein, ça vient pas comme ça, et il faut du talent et aussi de la chance et aussi des rencontres, et il faut tenir, quoi. Faut tenir. Tu trouves que toi, en France, on parle toujours de la famille du cinéma. T'es d'accord avec ce terme? Ou faut vraiment faire partie de cette Bah, famille? bah, oui et non. Moi, je faisais pas partie de la famille du cinéma. J'ai plein de gens, je connais plein de gens qui ont, quand ils ont commencé, ne faisaient pas partie de la famille du cinéma. Moi, personne dans ma famille ne travaillait dans le cinéma, je ne connaissais personne dans le cinéma. Et à un moment donné, je suis entré dans la famille du cinéma, mais parce que j'ai fait des choses, j'ai eu envie, j'étais, j'étais obstiné. Je faisais des courts-métrages, j'ai réussi à montrer des courts-métrages. C'est mon travail qui a fait qu'on Mhm. m'a accepté dans la famille. C'est pas juste parce que j'avais un truc, j'étais marrant ou j'étais envoyé par je sais pas qui. Non. T'as bossé. Après, Mhm. après j'ai bossé, après j'ai rencontré des gens. Un des premiers à m'avoir donné sa chance, c'était Claude Lelouch, à qui j'ai montré mes courts-métrages. Mais j'ai commencé à lui montrer mes courts-métrages, j'avais 12-13 ans quand même. Et puis il m'a suivi pendant plusieurs années. Et puis à 20 ans, ou quand j'ai eu 19 ans, 20 ans, il m'a fait travailler. Et j'avais fait d'autres courts-métrages entre-temps, je lui ai montré, il les a aimés. Et puis un jour, il m'a pris sur le film Les uns et les autres, comme stagiaire. C'était mon premier travail dans le cinéma. Et là, je suis un peu rentré dans la famille du cinéma. Euh, mais c'est une famille, d'ailleurs, c'est pas une famille, c'est des familles, le cinéma Mhm. français. Parce que si vous faites de la comédie, vous êtes dans la famille comédie. Si vous faites du film qui va dans des festivals, ben, tu es la famille des festivals. Si tu fais autre chose, c'est des Oui, il y familles, a le cinéma. plein de petits groupes. Mhm. Oui, oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est assez difficile de passer d'un groupe à un autre. Ton film, Mais c'est assez près. là, La Daronne, il est sorti dans je sais pas combien de pays et il va continuer à sortir encore parce qu'il y a d'autres dates qui sont annoncées sur d'autres pays. Ouais, ouais. J'ai vu. Il marche super bien à l'étranger. Oui, Euh, oui, bah, c'est-à-dire il a très bien marché en Allemagne, qui était un gros pari parce qu'ils y croyaient. Ils avaient acheté le film assez cher, d'ailleurs. Et donc, ils ont fait une vraie une vraie sortie, quoi. campagne. Une vraie Mhm. campagne. Et moi, Isabelle est venue à Berlin. On a fait la presse pendant 2 jours. Elle a fait les interviews, les télés, les radios. Et moi, je suis retourné euh, juste avant la sortie. Le film est sorti en France en septembre et là-bas, il a dû sortir début octobre. Et je suis retourné en Allemagne une semaine et j'ai fait, comme on fait les tournées en France, en province, j'ai fait une tournée en Allemagne pendant une semaine en faisant 3 projets Ah, par plusieurs villes. jour, en faisant 7-8 villes pendant toute la semaine. Et évidemment, ça a porté ses fruits. Et Mhm. voilà. Donc, et en plus, on est tombé alors, ce qui était à double tranchant, parce que les entrées, c'est comme chez nous en ce moment, c'était compliqué, il y avait les jauges, les machins, et puis voilà. Mais il n'y avait pas de concurrent, il n'y avait pas la concurrence des films américains. Donc, c'est sûr que le film a été exposé. D'abord, il y a eu une presse très bonne et large, grâce à la présence d'Isabelle, qui a fait le job. C'est-à-dire que je voyais les journaux, les radios, les machins, on en parlait, vraiment. On était, en gros, le film de la semaine, ou un des 2 films de la semaine. Et ensuite, il a été dans beaucoup de salles parce qu'il n'y avait pas de film américain, donc il y avait de la place. Et puis, comme en France, le film est resté parce qu'il n'y avait pas 14 films nouveaux par semaine ou des gros films américains. Donc, le film a eu le temps aussi Ouais, oui. de créer un bouche à oreille. Voilà, ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé aussi en Allemagne. Voilà, et ce qui, j'espère, se passera. Après, je suis allé le présenter en Portugal et ça, mais après, il doit sortir en Europe encore, Portugal, Italie, Espagne.
Et ça, c'est pas encore fait parce que ça devait, voilà, et puis c'est reporté. Mais Ouais, quelque part, le Covid, je dis pas que ça a été bénéfique, mais le fait de ne pas avoir cette concurrence américaine, c'est pas oui, mal aussi. mais, mais exactement. Mais d'ailleurs, je ne suis pas le seul à en avoir profité, hein. Il y a d'autres films. Mhm. Antoinette marchait Ah oui, aussi dans en les Cévennes, Allemagne, ouais. pas mal. Mais parce que, d'une part, parce que dans la presse, il y a plus de place. Donc les gens s'informent mieux. Et puis dans les salles, il y a plus de salles et les salles les gardent plus longtemps. Et Ah sur des oui, films bien comme ça sûr, qui ne sont pas des bien sûr. blockbusters où ça commence en flèche, eh ben, ce qu'on appelle le bouche-oreille retrouve sa Mhm. raison d'être et existe. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est intéressant. Et malheureusement, je suis pas sûr que ça continue parce que quand tous les Américains reviendront, on tombera dans le même système. Mais ça veut dire qu'en tout cas, non, mais quand on dit les gens, les films français, bah, ils aiment pas, c'est pas, je dis pas que tous les films français peuvent avoir cette carrière et tout. Là, il y avait le truc d'Isabelle qui est connu, l'histoire qui marche partout et le film, voilà, qui correspond à une envie du public à ce moment-là. Mhm. Mais Mais tu voilà crois pas quoi. qu'à ce moment-là, les exploitants vont peut-être maintenant réfléchir et vont peut-être se dire, bon bah tiens, on va peut-être donner moins de salles aux Américains et donner un peu plus de chance aux Français, non? On verra, on Ok. verra, on verra. Mais en tout cas, on en a profité. Et en tout cas, c'est la preuve que Mm. voilà, tout n'est pas pré-mâché comme ça, quoi. Mm. Bon bah écoute, je te remercie Jean-Paul, j'étais Ben de ravie rien. de discuter avec toi. Ton prochain, donc t'as deux projets. Et, le Ouais. prochain, tu voudrais tourner quand? Euh, Bah d'abord, ça va être avec Isabelle. Ah, Et voilà. Et on est en train de voir avec elle quand est-ce qu'on va pouvoir le faire. Voilà. d'accord. Donc Ah oui, donc t'as trouvé voilà. je dis pas ta muse, mais bon, Bah, c'est, on voulait retravailler ensemble. Bah, c'est venu aussi un peu plus vite que ce que je pensais parce que j'ai aussi retrouvé un sujet. Et voilà. Et après, faut pas se prendre la tête et faut faire les choses. Et voilà. Je me dis, bon, génial. bah, voilà. Donc, normalement, voilà, on va voir. Mais ce serait Ok. plutôt ça. Ouais. Bon, écoute, Ok. j'ai hâte de voir le prochain parce que celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un super moment. Ben, Elle est merci. incroyable. Enfin, je veux dire, Ouais, quand t'as une bah, comédienne comme ça, le c'est, film sort. Alors, je crois que le film va ressortir un peu hein, au cinéma, mais après, là, c'est une telle foire d'empoigne en France que je. Voilà, et puis le film était quand même au cinéma en fin de carrière, mais je ne sais pas s'ils vont le remettre un peu. Mais surtout, il va sortir en VOD hum. et en DVD après les fêtes le 9 janvier, je crois. Voilà. Tu vois, t'es passé entre les fils, t'as réussi Voilà, ton coup, voilà. donc c'est génial. Bah écoute, Ok, bravo, je t'embrasse et puis merci. j'ai À hâte de très voir vite. le prochain. À Allez, bientôt, ciao. ciao. Salut. Ciao. Bien, c'est bon Qu'est-ce qu'il y a? pour l'arrêter. La croix!